Il pensait qu'elle n'était qu'une simple serveuse dans un restaurant bon marché, désespérée d'obtenir un pourboire. Alejandro Valente, le corpo le plus redouté de New York, lui a ri au nez, agitant un billet de 100 $ comme si elle était un animal de compagnie. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'elle se penche vers lui et lui murmure le nom qui était resté enfoui pendant 20 ans. En une fraction de seconde, le prédateur est devenu la proie. Qui est cette fille? Et comment connaît-elle les secrets qui pourraient détruire tout l'Empire Valente? Vous n'êtes pas prêt pour le rebondissement de cette histoire. Regardez jusqu'à la fin. La pluie à Seattle n'a pas tout nettoyé. Elle a juste rendu la saleté plus glissante. À l'intérieur du restaurant ouvert 24 heures sur 24, les néons bourdonnaient d'un bruit de fond qui donnait mal à la tête, se reflétant sur le sol en linoléum à carreaux qui n'avait pas été correctement nettoyé depuis les années 90. Mia Collins essuya le comptoir pour la 10e fois en 1 heure. Son poignet lui faisait mal. Elle avait 24 ans, mais ce soir-là, elle se sentait comme si elle en avait 50. Le restaurant était presque vide, à l'exception d'un camionneur endormi devant sa tarte et d'un couple qui se disputait dans le coin au fond. Puis, la clochette au-dessus de la porte ne se contenta pas de tinter. Elle annonça un changement de pression atmosphérique. 3 hommes entrèrent. Ils n'avaient rien à faire ici. Ils avaient leur place dans des suites penthouse à l'arrière de SUV blindés, dans des endroits où l'air sentait l'eau de Cologne coûteuse et l'huile à fusil, et non le café rassis et la graisse de friture. L'homme au centre était le pôle d'attraction. Il était grand, vêtu d'un costume anthracite qui coûtait plus cher que le chiffre d'affaires annuel du restaurant. Ses cheveux étaient foncés, coiffés en arrière avec précision, et ses yeux avaient la couleur d'un espresso froid, sombre, amer et alerte. C'était Alejandro Valente. Mia n'avait pas besoin de voir les informations pour savoir qui il était. Elle sentait le danger qui émanait de lui comme la chaleur d'une fournaise. Il était l'héritier de la famille criminelle Valente, le nouveau chef des opérations sur la côte ouest. Il se glissa dans une banquette près de la fenêtre, ses 2 gardes prenant position pour bloquer les sorties sans que cela soit trop évident. Mia prit une inspiration, lissa son tablier et attrapa son bloc-notes. « Ce n'est qu'un client, se dit-elle. Sers-lui juste son café et survie à ton service. » Elle s'approcha, les yeux baissés, mais le dos droit. Café. Alejandro leva les yeux. Il ne sourit pas. Il l'examina comme on examinerait une rayure sur une Ferrari, un désagrément mineur. Il remarqua l'ourlet effiloché de son uniforme, les cernes sous ses yeux et son badge bon marché, de travers. « 3 cafés, noirs, et assurez-vous que la cafetière ne date pas d'hier, » dit Alejandro d'une voix de baryton douce qui dégageait une autorité naturelle. « Une cafetière fraîche est en train de couler. »« Donnez-moi 2 minutes, » répondit Mia d'une voix calme. L'un des gardes, un colosse nommé Rocco, ricana. « Elle vous répond, patron. » Alejandro esquissa un sourire cruel et moqueur. Il fouilla dans la poche de sa veste et en sortit un porte-billet. Il en retira un billet de 100 $ neuf et craquant et le posa sur la table collante. Puis il en retira un autre, et encore un autre. « Je suis sûr que tu peux faire couler le café plus vite si tu essayes, » dit Alejandro d'un ton traînant, en tapotant la pile de billets avec son doigt manucuré. « C'est probablement plus que ce que tu gagnes en 1 semaine. N'est-ce pas, ma chérie? Danse un peu pour nous. Souris. Je te donnerai peut-être un pourboire suffisant pour réparer ce qui ne va pas avec tes cheveux. » C'était un coup de force, une tactique d'humiliation qu'il avait probablement utilisée 1000 fois sur des personnes qu'il considérait comme inférieures à lui. Il s'attendait à ce qu'elle rougisse et attrape l'argent avec des mains tremblantes. Mia fixa l'argent, puis elle regarda Alessandre. Elle ne rougit pas. La température de son regard descendit à 0 absolu. « Je suis serveuse, Monsieur Valente, » dit Mia, sa voix baissant d'une octave, perdant sa douceur habituelle. « Je ne suis pas une bouffonne et mes cheveux sont très bien comme ça. » Le silence à la table était assourdissant. Rocco resta bouche bée. Le sourire narquois d'Alejandro disparut, remplacé par un air de véritable confusion, rapidement suivi d'irritation. « Tu connais mon nom, » dit Alessandro doucement. « Ce n'était pas une question. Tout le monde connaît votre nom. » Mia mentit. Elle fit demi-tour. « Le café sera prêt dans 2 minutes. » Elle s'éloigna, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine comme un oiseau pris au piège. Elle n'aurait pas dû le provoquer. Elle aurait dû accepter les insultes, prendre l'argent et rentrer chez elle. Mais elle était fatiguée.
Elle était tellement fatiguée de fuir et de le voir assis là, si arrogant, si vivant, alors que son père pourrissait dans une tombe du New Jersey. Quelque chose s'est brisé en elle. Elle est revenue avec la cafetière. Elle a versé le café d'une main ferme, malgré les 3 paires d'yeux qui la transperçaient. Lorsqu'elle a fini de remplir la tasse d'Alejandro, il a tendu la main et lui a saisi le poignet. Sa prise était comme du fer, mais son toucher n'était pas encore violent. Il était possessif. « Tu as la langue bien pendue », a murmuré Alessandro en la regardant dans les yeux, à la recherche de la peur. « Je n'aime pas les objets tranchants. Ils ont tendance à couper. »« Alors ne les touche pas », murmura Mia. Alessandro ricana sombrement. « Je pense que tu veux l'argent. Tu fais juste la difficile. Écoute, dis-moi quelque chose d'intéressant et je te laisserai un pourboire. Dis-moi quelque chose d'ennuyeux et Rocco te jettera par la fenêtre. » Pour lui, c'était un jeu cruel. Mia le regarda. Elle vit la confiance d'un homme qui n'avait jamais eu à faire face aux conséquences de ses actes. « Quelque chose d'intéressant ?» demanda-t-elle. « Surprends-moi. » Mia se pencha. Elle approcha ses lèvres de son oreille, envahissant son espace personnel d'une manière que personne n'avait jamais osé faire. Elle sentait la vanille et le vieux papier. « Demandez à votre père ce qui est arrivé au Victoria Ledger en 1998, murmura-t-elle d'une voix à peine audible. Et demandez-lui pourquoi il n'a pas vérifié le coffre de la berline bleue avant de l'écraser. » Elle se recula. Le visage d'Alejandro Valente pâlit si rapidement qu'on aurait dit qu'il venait de recevoir une balle. Ses pupilles se dilatèrent. Son arrogance s'évapora, remplacée par un choc primitif et brut. Le Victoria Ledger, la berline bleue. Ces informations n'étaient pas de notoriété publique. Il s'agissait des secrets les plus sombres et les plus sanglants de la famille Valente. Des secrets que seules 3 personnes connaissaient, et 2 d'entre elles étaient mortes. « Qui êtes-vous » demanda Alejandro d'une voix rauque, tremblante de rage et de terreur. Mia posa le chèque sur la table. « Le 2e café est gratuit. Les conseils sont en supplément. » Alejandro ne but pas son café. Il regarda la serveuse Mia se retirer derrière le comptoir. Son esprit tournait à toute vitesse, fouillant dans ses souvenirs et les légendes familiales dont on lui avait interdit de parler. Le Victoria Ledger contenait la preuve de l'implication de la famille Valente dans le trucage des élections municipales à la fin des années 90, ainsi que l'ordre d'assassinat d'un juge fédéral. Il était censé avoir été détruit. Son père, le vieux Don, jurait qu'il n'en restait que des cendres et la berline bleue. C'était là qu'ils avaient soi-disant caché le corps du comptable qui l'avait volé. Si cette fille rêvait pour la berline, elle savait où les corps étaient enterrés, littéralement. « Patronne » demanda Rocco, la main glissant vers sa veste où se trouvait son arme. « Elle vous manque de respect? Vous voulez que je m'en occupe? » « Ne bougez pas. » Alejandro cligna des yeux, sans quitter Mia des yeux. Elle était en train de frotter une assiette, agissant comme si elle venait de larguer une bombe nucléaire tactique sur sa table. Personne ne la touche. Si elle meurt, l'information meurt avec elle, ou pire, elle est divulguée. Alejandro se leva. « Faites évacuer le restaurant, patron. Je dis, faites évacuer cette fichue salle. » Alejandro rugit en frappant du poing sur la table. Rocco et l'autre garde, Dante, passèrent à l'action. Ils s'approchèrent du camionneur et du couple qui se disputaient, brandissant des armes et des badges qui n'existaient pas, et escortèrent les civils terrifiés sous la pluie. Mia ne leva pas les yeux. Elle continua à frotter. Lorsque la porte fut verrouillée et les stores baissés, Alejandro se dirigea vers le comptoir. L'atmosphère était lourde, suffocante. « Tourne-toi », ordonna-t-il. Mia posa lentement l'assiette. Elle se retourna. Elle s'appuya contre le comptoir en acier inoxydable, croisant les bras. Elle semblait petite dans le décor de la cuisine industrielle, mais son regard le déstabilisait. « Tu as fait partir mes clients, » dit Mia. « Ça vient de mon salaire. Je pourrais acheter ce bâtiment et le brûler pour faire du petit bois. » Alejandro grogna, se penchant au-dessus du comptoir, envahissant son espace. « Arrête les jeux. Qui t'a envoyé les Russo? »« Le FBI. »« Personne ne m'a envoyé, » dit Mia. « Je ne suis qu'une serveuse. » Alejandro balaya d'un geste une rangée de verres posés sur le comptoir. Ils se brisèrent sur le sol dans une cacophonie de verres cassés qui fit à peine sursauter Mia. Les serveuses ne connaissent pas le Victoria Ledger. Ce nom n'a pas été prononcé depuis 20 ans. Peut-être que tu fréquentes les mauvaises personnes, rétorqua Mia. Alessandro la fixa du regard. Il devait être malin. La violence était un outil trop grossier. Il avait besoin d'un scalpel.
Il prit une profonde inspiration, ajusta ses poignets et retrouva son sang-froid. Le prédateur avait repris le contrôle. Vous savez, dit-il d'une voix douce et dangereuse, les gens qui savent des choses sur ma famille ont tendance à avoir une espérance de vie réduite. Des accidents arrivent. Les voitures perdent leurs freins. Il y a des fuites d'essence. Est-ce une menace, Monsieur Valence? C'est une prévision. Mia eut un petit rire sec. Vous pensez que j'ai peur de mourir? Vous n'avez aucune idée de ce que j'ai traversé. Mais vous, vous avez tout à perdre. Votre empire est construit sur des fondations de sable. Et je sais exactement où frapper pour le faire s'écrouler. Alessandro scruta son visage. Il cherchait d'un trait particulier une ressemblance. Elle avait les yeux verts, d'un vert vif et saisissant. Où avait-il déjà vu ses yeux? Que voulez-vous? Demanda Alejandro. De l'argent. Nous en avons beaucoup. Je peux vous faire un chèque tout de suite qui vous permettra de prendre votre retraite aux Fidji. Je ne veux pas de votre argent sale. Mia cracha, perdant son sang-froid pendant une seconde, révélant une profonde blessure purulente de haine. Alors quoi? Je veux la justice, murmura-t-elle. Alejandro rit. C'était un son dur. La justice dans cette ville? Vous délirez. Peut-être. Ou peut-être que je suis juste patiente. Mia tendit la main sous le comptoir. Aussitôt, Rocco et Dante sortirent leurs armes et la mirent en joue. Doucement, dit Mia en se figant. Je prends une cigarette, dit Sayamakin. Dit-elle en sortant lentement un paquet de menthol bon marché et un briquet. Elle en alluma une et souffla la fumée vers le ventilateur au plafond. Vous avez 24 heures, dit Mia calmement. Pourquoi? Tukasuya, dit-elle. Allez voir la police, dénoncez votre père, avouez ce qui est arrivé à Arthur Collins. Alejandro se figea à nouveau. Arthur Collins, le comptable, l'homme qui avait volé le grand livre, l'homme dans la berline bleue. Il regarda Mia. Il la regarda vraiment, la forme de sa mâchoire, son nez et ses yeux verts. Collins, murmura Alejandro, vous êtes sa fille, tu es la petite fille, celle qui s'est enfuie. Mia ne répondit pas. Son silence était une confirmation suffisante. Mon père t'a cherché pendant 10 ans, dit Alejandro, avec un étrange mélange d'admiration et d'horreur dans la voix. Il pensait que tu étais morte dans le système d'adoption. Il souhaitait ma mort, corrigea Mia. Mais j'ai survécu. J'ai attendu, j'ai observé. Et maintenant, je te sers du café. Alejandro réalisa la gravité de la situation. Ce n'était pas une fuite fortuite. C'était une vendetta. Une vendetta vieille de 20 ans, orchestrée par une fille qui n'avait plus rien à perdre. Il ne pouvait pas la tuer. Si elle avait mis cela en place, elle avait un dispositif de sécurité. Si elle ne donnait pas de nouvelles à quelqu'un, l'information serait divulguée. « Tu penses pouvoir faire chanter la famille Valente ?» demanda Alejandro en contournant le comptoir. Il se déplaçait lentement, comme un loup tournant autour d'un piège. « Je ne te fais pas chanter. Je te donne une chance de purifier ton âme, dit Mia, bien que sa main tremblait légèrement à mesure qu'il s'approchait. Il s'arrêta à quelques centimètres d'elle. Il pouvait sentir la peur qui émanait d'elle, mêlée à l'odeur de vanille. Elle était terrifiée, mais elle tenait bon. Il admirait cela. Il détestait ça, mais il admirait ça. « Mon âme appartient déjà à quelqu'un, Cara, » murmura Alessandro. « Mais la tienne est encore à prendre. » Il tendit la main et lui prit la cigarette des lèvres, la jetant dans l'évier. « Attrape-la » ordonna Alejandro. « Quoi » s'écria Mia en écarquillant les yeux. « Si tu me touches, l'email sera envoyé. La presse, les fédéraux, ils auront tout. »« Je compte bien là-dessus, » répondit Alejandro d'un ton sinistre. « Mais je ne peux pas te laisser partir d'ici. »« Tu viens avec moi, non ?» Mia tendit la main vers un couteau posé sur la bande magnétique, mais Alessandra fut plus rapide. Il lui immobilisa les poignets contre le comptoir, son corps pressant le sien contre l'acier froid. Le contact envoya une décharge électrique à travers eux deux. Ce n'était pas seulement de la violence. C'était de la chimie. Une chimie volatile et toxique. « Lâche-moi » cria-t-elle. « Pas question » grogna Alejandro. « Rocco, amène la voiture derrière. On va faire un petit tour. »« Où ça » demanda Dante. Alejandro baissa les yeux vers Mia. Son regard la transperçait, à la planque. Si elle est au courant pour la berline, elle sait où se trouvent les corps. Je dois savoir ce qu'il y a d'autre dans sa jolie petite tête avant de décider si je vais l'embrasser ou la tuer. Le trajet fut silencieux et rapide. Mia était assise à l'arrière du SUV blindé, coincée entre Alessandro et la porte verrouillée. Ses mains n'étaient pas liées.
Alejandro ne voulait pas attirer l'attention, mais la menace était implicite. Elle regardait la ville défiler. Les néons du centre-ville s'estompèrent, remplacés par les routes sombres et sinueuses menant aux falaises. La planque. Elle en avait entendu parler dans les noces de son père, mais elle ne l'avait jamais vue. Vous faites une erreur, dit Mia en regardant par la fenêtre. Mon contact attend un appel avant de minuit. Il est 22 heures. Alejandro regarda sa montre. Une Patek Philippe incrustée de diamants. Nous avons 2 heures pour négocier. Il n'y a pas de négociation. Il y a toujours une négociation, répondit Alessandro avec douceur. Il se tourna vers elle. Dans la faible lumière des lampadaires, son profil était net, beau et tragique. Pourquoi n'êtes-vous pas simplement allé voir la police? Pourquoi êtes-vous venu me voir? Pourquoi tout ce cinéma dans le restaurant? Mia se tourna vers lui. Parce que la police est à votre solde, Alejandro. Nous le savons tous les deux. Le capitaine Miller, le juge Henderson. Ils sont tous à votre botte. Alejandro concéda ce point d'un léger signe de tête. C'est vrai. Alors tu es venu voir le diable pour lui demander le salut. Je suis venu voir si le fils était aussi pourri que le père, dit-elle calmement. La voiture ralentit et franchit un imposant portail en fer forgé. La maison sécurisée était une forteresse déguisée en manoir moderne. Des murs en béton, des vitres pare-balles et des gardes armés patrouillant le périmètre avec des Rottweilers. Ils entrèrent dans le garage souterrain. Rocco ouvrit la porte. « À l'étage, dans la bibliothèque, » ordonna Alejandro. « Apportez-nous quelque chose à boire, du scotch, du bon. » Mia fut conduite dans une pièce qui sentait le cuir vieilli et la fumée de cigares. Elle était masculine, imposante et terriblement silencieuse. Alejandro verrouilla la lourde porte en chêne derrière eux. « Asseyez-vous, » dit-il en lui indiquant un fauteuil en velours. Mia resta debout. « Je préfère rester debout. » Alejandro soupira, ôta sa veste et la jeta sur un canapé. Il retroussa ses manches, dévoilant des avant-bras musclés et une légère cicatrice sur son poignet gauche. « Comme tu veux. » Il se dirigea vers un chariot à boisson et versa 2 verres d'un liquide ambré. Il lui entendit un « Je ne bois pas avec des ravisseurs. »« Comme tu veux, » répéta-t-il en vidant son verre d'un trait. Il posa le verre avec force sur la table. « Bon, Mia Collins, mettons les cartes sur table. Tu es au courant pour le Victoria Ledger. Tu es au courant pour la berline. Quoi d'autre? Je sais qu'une cargaison arrivera mardi prochain au port. » Le conteneur 404, dit Mia en observant attentivement sa réaction. Alejandro plissa les yeux. C'était une information top secrète. Seul son cercle restreint était au courant de l'arrivée d'une cargaison d'armes à feu non enregistrée en provenance d'Europe de l'Est. « Il y a une taupe dans mon organisation, » déduisit Alejandro. « Qui est-ce? » « Je n'ai pas de taupe. J'ai les journaux intimes de mon père. Il a tout documenté. Il a prédit les mouvements de votre père des années à l'avance. Il savait comment penser les Valentes. Vous êtes prévisible. » « Prévisible? » Alejandro s'approcha, une lueur dangereuse revenant dans ses yeux. « Vous pensez que je suis prévisible? Vous êtes un voyou en costume, » dit Mia, la voix légèrement tremblante, mais le menton relevé. « Vous utilisez la peur pour obtenir ce que vous voulez. C'est ennuyeux. » Alexandre réagit plus vite qu'elle ne l'avait prévu. Il se rapprocha d'elle et la coinça contre la lourde bibliothèque. Il posa ses mains sur les étagères de chaque côté de sa tête, l'empêchant de bouger. Il était proche, trop proche. Elle pouvait sentir la chaleur qui se dégageait de son torse. Elle pouvait voir les reflets dorés dans ses yeux sombres. « Si je n'étais qu'un voyou, » murmura Alejandro d'une voix rauque, « tu serais déjà morte. Rocco t'aurait mis une balle dans la tête dans la ruelle derrière le restaurant. Mais tu es ici, tu respires mon air. Pourquoi? » Mia retint son souffle. « Parce que tu as peur de l'information. »« Non, » dit Alejandro en se penchant jusqu'à ce que son nez effleure le sien. « Parce que tu m'intrigues. Tu es la première personne en 5 ans qui me regarde avec autre chose que de la peur ou de la cupidité. Tu me regardes avec haine. C'est rafraîchissant. » Mia ressentit une vague d'adrénaline déroutante. Cet homme était un monstre. Il était le fils de l'homme qui avait ruiné sa vie. Mais se tenir si près de lui, sentir la puissance brute qu'il dégageait, était enivrant. « Vous êtes malade, » murmura-t-elle. « Je suis un Valente, » répondit-il. « C'est la même chose. » Il tendit la main et effleura sa joue. Son pouce traça le contour de sa lèvre inférieure. Mia oublia de respirer. « Dis-moi, Mia, » murmura-t-il, le regard baissé vers ses lèvres. « Si je t'embrasse, tu me mordras? » « Essaie pour voir, le défia-t-elle,
même si sa voix manquait de la conviction qu'elle avait eue au restaurant. L'air dans la pièce était chargé de tension. C'était comme un fil tendu à l'extrême, sur le point de casser. Alejandro se pencha vers elle, comblant la distance qui les séparait. Bang! La porte de la bibliothèque fut enfoncée d'un coup de pied. Alejandro se retourna brusquement, se plaçant devant Mia. Instantanément, un pistolet apparut dans sa main comme par magie. C'était Rocco. Mais Rocco était pâle, il tenait un téléphone. « Patron, tu dois prendre cet appel », balbutia Rocco. « Je suis occupé », rugit Alejandro, gardant le pistolet pointé vers la porte. « C'est ton père », dit Rocco. « L'aube, il sait qu'elle est ici. » Alessandro s'immobilisa. Il baissa lentement son arme. Il regarda Mia, le visage impassible. « Comment le sait-il » demanda Alejandro à voix basse. « Il dit qu'il la suit depuis des semaines. Il dit qu'elle t'a mené droit dans un piège. » Alejandro se tourna vers Mia. La douceur avait disparu. La curiosité avait disparu. Ses yeux froids couleur espresso étaient de retour. « Est-ce vrai » demanda-t-il. « M'as-tu conduit d'ici? Cela fait-il partie d'un plan ?» Mia avait l'air confuse. « Non, je t'ai dit que j'étais venu seul. » Alejandro arracha le téléphone des mains de Rocco. « Père !» Une voix rauque et sifflante sortit du haut-parleur, suffisamment forte pour que Mia l'entende. « Alessandro, espèce d'imbécile, tu as amené le rat dans le garde-manger. Elle n'est pas seulement la fille du comptable. Elle travaille avec les Russes. Tu l'as maintenant. » Alejandro regarda Mia. Le pistolet dans sa main lui semblait lourd. « Je ne le ferai pas !» Mia hurla. « Je te jure que je déteste les Russes autant que je te déteste. » Il ment. Il veut ma mort parce que je connais la vérité à son sujet. Passe-toi. Fais-le, Alessandro, ordonna la vieille Dawn. Montre-moi que tu es prête à diriger. Mets une balle dans son cœur. Alejandro regarda la femme tremblante contre la bibliothèque. Il regarda le pistolet. Il regarda Rocco qui attendait l'ordre. Il leva le pistolet. Il le pointa droit sur la poitrine de Mia. Mia ferma les yeux. « Ça y est, pensa-t-elle. J'ai échoué. » Clic. Le bruit du cran de sûreté qui se désengagea résonna dans la pièce silencieuse. Le coup de feu fut assourdissant dans l'espace clos de la bibliothèque. Mia hurla, reculant, s'attendant à sentir la balle brûlante lui déchirer la poitrine. Mais la douleur ne vint jamais. Au lieu de cela, le smartphone hors de prix que Rocco tenait dans sa main explosa en une pluie d'éclats de plastique et de verre. Alessandro ne lui avait pas tiré dessus. Il avait tiré sur le téléphone. Rocco fixa sa main vide et douloureuse, puis leva les yeux vers son patron, bouche bée. « Patron, qu'est-ce qui se passe? Mon père perd la main, » dit Alejandro d'une voix terriblement calme, tout en gardant son arme fumante pointée sur Rocco. « Il est négligent. Il a appelé sur une ligne non sécurisée. Il a exigé un tir à l'intérieur d'un refuge sans vérifier la cible. Ce n'est pas le Don que je connais. C'est un vieil homme désespéré qui couvre ses traces. Il a donné un ordre. » Alejandro, dit Rocco, sa loyauté hésitant entre le père et le fils. Si tu ne le fais pas, il envoie les nettoyeurs. Tu connais le protocole. Je connais le protocole mieux que toi, rétorqua Alejandro. Il s'approcha de Mia et lui attrapa le bras. Lève-toi. On part. Partir? Balbutia Mia, les oreilles encore bourdonnantes. Où? Pourquoi tu ne m'as pas tué? Parce que tu avais raison, dit Alessandro, les yeux scrutant la pièce à la recherche d'une sortie. S'il veut tellement ta mort, ce n'est pas parce que tu es une espionne. C'est parce que tu détiens la vérité et que mon père me ment depuis 20 ans. Il la traîna vers les portes-fenêtres menant à la terrasse. Rocco. Alejandro aboya par-dessus son épaule. Tu as deux choix. Tu restes ici et tu dis à l'équipe de nettoyage que je suis devenu fou et que j'ai kidnappé la fille. Ou tu viens avec nous et tu meurs en combattant une guerre que tu n'as pas commencée. Rocco regarda les restes brisés du téléphone, puis l'homme qu'il servait depuis leur adolescence. Il sortit son arme, vérifia la chambre et soupira. « J'ai toujours détesté l'équipe de nettoyage. Ils laissent tout en désordre, » grogna Rocco. « Je suis avec vous, patron. Allez au garage, prenez l'Aston Martin. Elle est plus rapide que le SUV. » Ils coururent dans le couloir. La maison, d'habitude forteresse de silence, ressemblait désormais à un tombeau attendant d'être scellé. Lorsqu'ils atteignirent le garage, les alarmes périmétriques se mirent à retentir. Un sifflement aigu signalait une intrusion. « Ils sont déjà là », jura Alejandro. Il n'attendit pas de confirmation. Il envoya l'équipe de tueurs avant même de passer l'appel.
La porte du garage s'ouvrit dans un grincement. Les pneus crissèrent sur le béton lorsque 3 berlines noires entrèrent dans l'allée, bloquant la sortie. Des hommes en tenue tactique en sortirent, leurs fusils à silencieux levés. « Baisse-toi !» Alessandro poussa Mia derrière un pilier en béton, juste au moment où l'air se remplit du bruit des tirs silencieux. Les balles ébréchèrent la pierre, envoyant de la poussière dans leurs yeux. Mia hyperventilait. Ce n'était pas un film, c'était réel. L'odeur de la cordite, le bruit du plomb frappant le métal, les cris des hommes qui voulaient la tuer. « Tu sais tirer ?» demanda Alejandro en lui mettant un chargeur de rechange dans la main. « Je suis serveuse » cria-t-elle pour couvrir le bruit. « Tu es désormais une cible pour Valente. Améliore tes compétences. » Il lui tendit un revolver à canon court qu'il avait dans son étui à la cheville. « Vise et appuie sur la gâchette. Ne tire pas sur moi ou Rocco. » Alejandro surgit de derrière le pilier, tirant avec une précision mortelle. 2 des assaillants tombèrent. Rocco assurait la couverture depuis l'arrière de l'Aston Martin. « La voiture est bloquée !» cria Rocco. « On ne peut pas sortir !» Alejandro regarda autour de lui. Le garage avait une sortie de service, une lourde porte en acier menant aux anciens égouts pluviaux. C'était un chemin désespéré et sale, mais c'était le seul. « Les égouts !» fit signe Alejandro. Ils se précipitèrent vers la sortie. Mia courut plus vite qu'elle n'avait jamais couru de sa vie. Elle entendait les balles siffler à ses oreilles comme des frelons en colère. Elle tira à l'aveuglette derrière elle 1 fois, 2 fois. Elle ne savait pas si elle avait touché quelque chose, mais cela fit baisser la garde aux assaillants. Ils enfoncèrent dans la porte de service. Alessandro claqua le verrou et tira sur le mécanisme de verrouillage pour le bloquer. Ils étaient désormais dans le noir. L'odeur de terre humide et d'égout était insupportable. « Continue d'avancer », ordonna Alejandro, sa voix résonnant dans le tunnel. Il lui prit la main. Sa prise était chaude, solide. Dans le chaos, c'était la seule chose qui la maintenait debout. « Où ça mène ?» allaita Mia en trébuchant sur des pierres mouillées. « À la marina », répondit Alejandro. « J'y garde un bateau au noir. Mon père n'est pas au courant, car je l'ai acheté sous le nom d'une société écran qu'ils croient en faillite depuis 2005. Ils coururent pendant ce qui leur sembla être des kilomètres. Les poumons de Mia brûlaient, ses jambes étaient lourdes comme du plomb, mais elle ne s'arrêta pas. Elle ne pouvait pas. Lorsqu'ils émergèrent enfin dans l'air frais de la nuit, la marina était calme. Le brouillard s'était installé, obscurcissant la lune. Alejandro les conduisit vers un élégant bateau de pêche sans prétention amarré au bout de la jetée. Il semblait rouillé à l'extérieur, mais lorsqu'il mit le contact, les moteurs ronronnèrent avec le bruit d'une modification militaire haute performance. Rocco largua les amarres. Alors qu'il s'éloignait du quai, Mia s'effondra sur le pont, regardant la silhouette de la ville. Quelque part derrière, dans les collines, la maison sécurisée était probablement en feu. Alejandro sortit de la cabine. Il lui tendit une bouteille d'eau. Il avait l'air fatigué. L'invincible Dawn semblait humaine pour la première fois. « Tu m'as sauvé », murmura Mia. « Je me suis sauvé moi-même », corrigea Alessandro en regardant l'eau sombre. « Mon père a ordonné l'assassinat de son propre fils. Cela enfreint le code. » L'homme est mort. Il la regarda. « Maintenant, dis-moi tout. Qu'y a-t-il dans le registre qui vaut la peine de tuer son propre fils ?» Mia but une gorgée d'eau. Ses mains tremblaient, mais sa voix était ferme. « Ce n'est pas seulement une question d'argent, Alejandro. C'est à propos de 1948, l'année où ta mère est morte. » Alejandro se figea. « Ma mère est morte d'un cancer. Tout le monde le sait. » « Non, dit Mia doucement, ce n'est pas vrai. Elle allait le quitter. Elle allait aller voir les fédéraux. C'était elle l'informatrice à l'origine. Mon père l'aidait à falsifier les comptes pour qu'elle puisse partir en toute sécurité. » Alejandro tomba à genoux, agrippant ses épaules. « Tout ment. »« La berline bleue, dit Mia, les larmes aux yeux. Ce n'était pas la voiture de mon père. C'était la sienne. C'est là qu'il l'a mise. » Alessandro la fixa, le visage figé dans une expression de réalité brisée. Le bateau fendait les vagues, les emportant dans l'obscurité, mais la véritable tempête ne faisait que commencer dans le cœur du jeune homme. Le trajet en bateau dura 3 heures. Ils accostèrent sur une île privée au large de la côte de l'État de Washington, un endroit appelé Isolar Detro, l'île de verre. C'était une merveille architecturale moderne, presque entièrement construite en verre et en acier, perchée sur une falaise surplombant le Pacifique agité. C'était le véritable sanctuaire d'Alessandro.
Pas de garde, pas de personnel, juste le silence et l'océan. Rocco resta sur le bateau pour surveiller les communications et monter la garde. Alejandro et Mia montèrent dans la maison. Il faisait froid à l'intérieur. Alessandro alluma le chauffage et la cheminée. Il versa 2 verres bien remplis, cette fois-ci de brandy. Mia se tenait près des baies vitrées, regardant les vagues se briser contre les rochers en contrebas. Elle avait pris une douche et enfilé une chemise trop grande d'Alessandro. Elle sentait son parfum de bois de santal et de tabac coûteux. « Tu as les preuves ?» demanda Alessandro depuis le canapé. Il fixait le feu qui tourbillonnait dans son verre de brandy. « J'ai des copies », répondit Mia en se tournant vers lui. « Le registre original est dans un coffre-fort à Zurich, mais j'ai les scans sur un disque crypté. Montre-moi. » Mia se dirigea vers ses vêtements mouillés et sortit une petite clé USB étanche de la poche. Elle la brancha sur l'ordinateur portable d'Alejandro posé sur la table basse. Elle ouvrit le fichier intitulé « Project Exit ». Alejandro se pencha. Il vit une écriture manuscrite scannée. Il la reconnut immédiatement. C'était l'écriture élégante et cursive de sa mère. Il ne l'avait pas vue depuis 20 ans. Il lut les entrées. 4 août 1988. Carlo est au courant. J'ai trouvé le micro dans le bureau. Il me regarde différemment maintenant, non plus avec amour, mais avec calcul. Je dois faire sortir Alessandro. 10 août 1988. Le père d'Arthur Mia dit que les fonds sont prêts. Nous partons mardi. J'ai dit à Alejandro que nous partions en vacances à Disneyland. Il est tellement excité. 12 août 1988. Il a arrêté la voiture. Il sait. Que Dieu nous vienne en aide. La dernière entrée était inachevée. Une traînée d'encre là où le stylo avait été lâché. Alejandro s'est adossé, le visage pâle. Une seule larme a coulé de son œil, traçant un sillon dans la saleté sur sa joue. Il ne l'a pas essuyée. Il m'a dit qu'elle était morte à l'hôpital. Alessandro a murmuré, la voix brisée. J'avais 8 ans. Il m'a tenu la main pendant les funérailles. Il a pleuré. Il a dit, « Nous devons être forts pour maman. » Il s'est levé brusquement et a jeté son verre dans la cheminée. L'alcool s'enflamma dans une explosion de flammes bleues et oranges. Il l'a tué. Alejandro rugit. Enfin libéré de sa rage, il l'a tué et m'a élevé pour que je devienne comme lui. Il a fait de moi un monstre à son image. Il arpentait la pièce comme un animal doré. Il vibrait d'une énergie destructrice et brute. Mia ne broncha pas. Elle s'approcha de lui et posa une main sur sa poitrine. « Tu n'es pas lui. » Alejandro la regarda. Ses yeux étaient sauvages. « Comment peux-tu dire que je t'ai menacé? Je t'ai kidnappé. J'ai du sang sur les mains, Mia. Des litres. » « Tu n'es pas lui, répéta-t-elle fermement. Il a tué pour protéger son pouvoir. Tu te bats pour protéger ce qu'il... Je ne sais plus. Il avoua, les épaules affaissées. Il couvrit sa main de la sienne. Je n'ai rien. Ma famille est un mensonge. Mon empire est un cimetière. Tu connais la vérité maintenant, dit Mia, et tu as le choix. L'atmosphère changea. La colère dans la pièce se dissipa, remplacée par une attraction magnétique qui s'était développée depuis le dîner. Ils étaient 2 orphelins de la même guerre, debout dans une maison de verre au bord du monde. Alejandro la regarda. Il la regarda vraiment. Il vit la force sous l'épuisement. Il vit la petite fille qui avait perdu son père et qui était devenue la femme qui allait le sauver. « Pourquoi n'as-tu pas fui ?» demanda-t-il doucement. « Dans le garage. Tu aurais pu t'enfuir dans l'obscurité. »« Je te l'ai dit, » murmura Mia en s'approchant. « Je veux que justice soit faite et je ne voulais pas te laisser seul avec lui. » Alejandro poussa un soupir saccadé. Il prit son visage entre ses mains. Ses pouces effacèrent une trace de saleté sur sa joue. « Tu es dangereuse, Mia Collins, » murmura-t-il. « Plus dangereuse que n'importe quelle arme. » Il l'embrassa. Ce n'était pas un baiser tendre. C'était un baiser désespéré, alimenté par l'adrénaline et le chagrin, et par un besoin soudain et irrésistible de ressentir autre chose que la trahison. Mia lui rendit son baiser avec la même force, ses mains s'en mêlant dans ses cheveux. C'était la collision de 2 mondes, la serveuse et l'aube, la victime et le méchant. Il la souleva et l'assit sur le bord de la lourde table en chêne. L'ordinateur portable, preuve de leur passé tragique, était posé à côté d'eux, oublié pour l'instant. Je vais détruire son monde. Alejandro fit le serment contre ses lèvres. Pour ce qu'il leur a fait, pour ce qu'il nous a fait. Nous, le corrigea Mia, essoufflé. Nous allons le détruire. Le reste de la nuit, la tempête fit rage dehors, frappant les murs de verre, mais à l'intérieur, ils trouvèrent une paix temporaire l'un dans l'autre.
C'était le calme avant la guerre. Le matin arriva avec un ciel gris acier. La romance de la nuit précédente s'était cristallisée en une résolution froide et dure. Alessandro se tenait sur le pont, vêtu d'une combinaison tactique propre qu'il gardait dans la maison sécurisée. Il nettoyait un fusil semi-automatique. La transformation était complète. Le fils confus avait disparu. Le seigneur de guerre était de retour, mais cette fois, sa cible était son propre trône. Mia sortit avec 2 tasses de café. Elle portait un pull noir et un jean qu'elle avait trouvé dans le placard, appartenant probablement à l'une des anciennes conquêtes d'Alejandro. Mais elle s'en moquait. « Rocco a des nouvelles », dit Alejandro sans lever les yeux. « Mon père a déclaré la guerre. Il a mis ma tête à prix. 10 millions de dollars, contrat ouvert. Tous les tueurs à gages de Chicago à Naples sont à notre recherche. »« C'est beaucoup d'argent, » dit Mia d'un ton sec. « J'aurais dû te dénoncer. » Alejandro sourit, un sourire sincère cette fois-ci. « Tu as raté ta chance. Maintenant, tu es complice. Alors, quel est le plan? »« On ne peut pas se cacher, » dit Alejandro en remontant le fusil. « Si on se cache, ils finiront par nous traquer. Nous devons couper la tête du serpent. Nous allons à lui. Ce soir, c'est le gala de Charité Valente. » Alejandro dit que c'est le plus grand événement de l'année. Le gouverneur, le commissaire de police, les juges, tout le monde sera là. Mon père s'en sert pour blanchir de l'argent et consolider ses alliances politiques. Il sera entouré de centaines de gardes, fit remarquer Mia. Exactement. Il se sentira en sécurité. Il ne s'attendra pas à me voir passer par la porte d'entrée. Tu ne vas pas passer par la porte d'entrée, n'est-ce pas? Non, les yeux d'Alessandro brillèrent. Nous passerons par la chambre forte. Le plan était fou. Il reposait sur la connaissance qu'avait Rocco du dispositif de sécurité et sur celle que Mia avait des failles financières. Le domaine Valencia, où se tenait le gala, disposait d'une pièce sécurisée au sous-sol. Elle servait également de coffre-fort. Alessandro savait que son père y conservait les copies papier de ses documents de chantage actuels. S'il pouvait obtenir les preuves matérielles des pots de vin versés aux juges et des itinéraires actuels de trafic de drogue, combinés au registre de 1998, il pourrait le détruire publiquement. Il pourrait diffuser les preuves sur les écrans de la salle de bal. Ils arrivèrent au domaine dans une camionnette de livraison que Rocco avait détournée. Alejandro et Rocco étaient habillés en personnel de restauration. Mia était habillée en escorte haut de gamme, un déguisement qui lui permettait de se fondre dans la foule des élites corrompues. « Reste près du sénateur », murmura Alejandro dans son oreillette tout en ajustant son nœud papillon. Il portait un plateau de champagne. Il est notre ticket pour passer le premier point de contrôle. Mia, vêtue d'une superbe robe rouge que Rocco avait miraculeusement procurée, marchait bras dessus bras dessous avec un sénateur âgé perplexe qu'elle avait charmé à l'entrée. Elle passa sans encombre les détecteurs de métaux. La salle de bal était une mer de diamants et d'hypocrisie. À la table d'honneur était assis Giancarlo Valente. Il semblait fragile. Il était en fauteuil roulant et respirait à l'aide d'une bouteille d'oxygène. C'était un déguisement. Alessandro savait que le vieil homme était fort comme un bœuf. Sa fragilité n'était qu'une comédie destinée à susciter la sympathie et à éviter les poursuites judiciaires. Mia sentit un frisson lui parcourir l'échine en le regardant. L'homme qui avait tué son père. « Je suis en position », murmura Mia dans le micro de sa broche. « Je suis près de la salle de contrôle audiovisuel. »« Bien reçu », répondit Alessandro. « Rocco et moi sommes à l'ascenseur de service qui descend vers la chambre forte. Le braquage se déroulait sans encombre. Trop bien. Alejandro et Rocco neutralisèrent les 2 gardes à l'entrée de la chambre forte à l'aide de silic. Pied. Ils traînèrent les corps dans un placard. Alejandro utilisa son empreinte digitale pour ouvrir la première porte. Son père n'avait pas encore révoqué son accès biométrique. Arrogance ou négligence. Ils entrèrent dans l'antichambre. Alejandro commença à percer la serrure physique de la chambre forte intérieure. Pendant ce temps, à l'étage, Mia transpirait. Elle devait télécharger les fichiers sur le système de projection du gala. Elle se glissa dans la salle audiovisuelle vide. Elle brancha la clé USB, téléchargement à 10%, 20%. Soudain, la porte de la salle audiovisuelle s'ouvrit. Mia se figea. Ce n'était pas un garde. C'était Giancarlo en personne. Il n'était pas dans son fauteuil roulant. Il se tenait debout, une canne à la main dont le pommeau était orné d'une tête de lion en or. Il était flanqué de 4 gardes du corps imposant.
Bonjour, ma chère. Don Carlo sourit. C'était un sourire reptilien. Tu pensais vraiment que je n'avais pas vu mon propre fils entrer dans le bâtiment où je lui ai appris à se faufiler? Je connaissais pas. Mia recula contre la table de mixage. Tu savais. Je savais tout. Carlo allaita. Je t'ai laissé aller aussi loin. Cela rend la victoire encore plus savoureuse. Il tapota le sol avec sa canne. Coupez la transmission. L'un des gardes détruisit l'ordinateur portable. Le téléchargement échoua à 85%. Amenez-la, ordonna Carlo. Descendons dans la chambre forte. Je veux qu'Alessandro te voie mourir avant que je ne le tue. Dans la chambre forte, la lourde porte en acier s'ouvrit. Alejandro sourit. Nous y sommes. Il entra, prêt à s'emparer des dossiers, mais le coffre-fort était vide. Pas d'étagère, pas d'argent, pas de dossier, juste une chaise au centre de la pièce. Et sur la chaise se trouvait une tablette affichant une vidéo en direct. C'était Mia, tenue en joue par les hommes de son père dans la cuisine de la salle de bal. Alejandro sentit son sang se glacer. « C'est un piège », murmura Rocco en levant son arme. Soudain, la porte en acier qu'ils venaient de franchir se referma derrière eux. Les verrous s'enclenchèrent dans un dernier bruit sourd. Du gaz commença à s'échapper des bouches d'aération au plafond. Alejandro courut vers la porte et se mit à la marteler. Elle était en titane renforcé, indestructible. L'écran de la tablette s'alluma. Le visage de Don Carlo apparut. « Tu m'as déçu, Alessandro. » La voix de Don résonna dans la chambre forte scellée. « Tu as préféré une serveuse à ta propre famille. Maintenant, tu peux la regarder mourir pendant que tu étouffes. Une fin poétique, tu ne trouves pas? » Alessandro regarda l'écran. Il vit Mia se débattre. Il vit un garde appuyer un pistolet sur sa tempe. Il était piégé dans une boîte en acier à des kilomètres sous terre, à court d'air, et la femme qu'il aimait était sur le point d'être exécutée en direct à la télévision. Il regarda Rocco. Rocco toussait, le gaz faisait déjà effet. « Nous avons peut-être 3 minutes. » Alejandro toussa, se couvrant la bouche avec sa manche. Rocco, le C4, patron. Les yeux de Rocco s'écarquillèrent. « Ici, ça va nous tuer. L'onde de choc. Nous sommes morts de toute façon, » dit Alejandro, les yeux fixés sur l'image de Mia. « Si nous faisons sauter la porte, nous pourrions survivre. Si nous ne le faisons pas, nous mourrons. » « Donne-moi la charge. » Rocco lui tendit le bloc d'explosifs plastique. Alejandro le colla sur les gonds de la porte du coffre-fort. C'était un geste suicidaire. La pression dans une pièce aussi petite allait leur rompre les tympans, voire les poumons. « Couvrez-vous les oreilles et ouvrez la bouche » cria Alejandro. Il regarda la tablette une dernière fois. « Tiens bon, Mia. » Il appuya sur le détonateur. Boum! Le monde devint blanc. L'explosion ne ressemblait pas à un bruit. C'était comme un coup physique porté à l'âme. Au sous-sol, la porte renforcée en titane ne s'ouvrit pas simplement. Elle fut arrachée de ses gonds, se tordant comme un morceau de carton mouillé. L'onde de choc projeta Alejandro et Rocco contre le mur du fond du coffre-fort. L'air fut instantanément aspiré hors de la pièce, remplacé par une chaleur brûlante et la poussière suffocante du béton pulvérisé. Pendant 1 minute, il n'y eut que l'obscurité et les cris aigus des tympans endommagés. Alejandro toussa, expulsant la poussière grise de ses poumons. Sa vision était trouble. Il n'entendait rien, mais il pouvait sentir les vibrations du bâtiment qui s'installait au-dessus d'eux. Il toucha son front. Sa main était couverte de sang. « Rocco !» croissa-t-il. Le son était étouffé, comme s'il parlait sous l'eau. Rocco était affalé dans un coin, un morceau de débris enfoncé dans l'épaule. Il gémit et leva faiblement le pouce. Il était vivant. Alessandro se força à se lever. Ses côtes lui faisaient terriblement mal, probablement fracturées, mais l'image de Mia sur l'écran de la tablette était gravée dans son esprit, surpassant la douleur. « Elle n'a que quelques minutes, » se dit-il, « peut-être quelques secondes. » Il trébucha à travers le trou fumant qui remplaçait désormais la porte. Le couloir à l'extérieur était en ruine. Les gardes qui les avaient piégés avaient disparu, ensevelis sous les décombres ou en fuite. Alejandro trouva un pistolet automatique abandonné sur le sol. Il vérifia que le chargeur était plein. Il ne courut pas. Il en était incapable. Il marcha avec la lenteur et la détermination terrifiante d'un condamné à mort. Il traversa les couloirs de service et monta les escaliers menant à la salle de bal. À chaque pas, il se débarrassait de son identité de Valentine. Il n'était plus un roi protégeant son royaume.
Il était un homme qui le réduisait en cendres pour sauver la seule chose qui comptait. À l'étage, le gala s'était transformé en une scène de chaos contrôlé. Le sol avait tremblé violemment lorsque la bombe avait explosé, faisant se balancer dangereusement les lustres en cristal et briser les tours de champagne. Un tremblement de terre, avait crié quelqu'un. Mais Don Carlo Valente resta calme. Il se tenait sur l'estrade surélevée à l'avant de la salle de bal, serrant sa canne avec une intensité qui lui blanchissait les jointures. Il savait ce qu'était cette secousse. C'était le bruit de ses problèmes qui étaient enterrés. Il fit signe à ses gardes. Ils traînèrent Maya hors des coulisses. Elle était meurtrie, sa robe rouge déchirée à l'épaule, mais elle gardait la tête haute. Elle regarda la foule paniquée, puis Carlo. « Mesdames et messieurs, je vous prie. » La voix de Carlos résonna dans le micro, reprenant le contrôle de la salle. Les juges corrompus, les sénateurs soudoyés et les riches mondains se calmèrent, tournant leur regard vers leur chef. Un petit problème de garde dans la cuisine. Carlo mentit avec aisance. Tout est sous contrôle, mais avant de reprendre les festivités, nous avons une petite affaire personnelle à régler. Il désigna Mia. Cette femme, annonça Carlo en pointant un doigt tremblant vers elle, est une espionne industrielle. Elle a tenté de saboter nos efforts caritatifs ce soir. Elle a essayé de piéger cette famille. Mia se débattit contre les deux gardes qui la tenaient par les bras. « Il ment !» hurla-t-elle d'une voix tonitruante. « Il a tué sa femme. Il a tué Arthur Collins. Les preuves sont dans le coffre-fort. Le coffre-fort est détruit. » Carlo lui murmura hors micro, un sourire cruel déformant ses lèvres. « Et mon fils est à l'intérieur. Tu as échoué. » Les genoux de Mia se dérobèrent. « Alessandra. »« Non, » gémit-elle. Elle n'avait plus la force de se battre. Si Alessandra était morte, plus rien n'avait d'importance. Le registre, la justice, la vengeance, tout était réduit en cendres. Emmenez-la par derrière. Carlo donna l'ordre aux gardes d'une voix suffisamment forte pour que le premier rang puisse l'entendre. « Appelez la police. Faites-la arrêter pour intrusion. » Il se pencha vers elle et lui murmura à l'oreille. « Emmenez-la sur les rochers escarpés. Assurez-vous qu'elle glisse. » Les gardes commencèrent à la traîner. La foule murmura, ne sachant pas trop ce qui se passait, mais trop effrayée par l'influence des Valente pour intervenir. Puis les doubles portes à l'arrière de la salle de bal ne s'ouvrirent pas. Elles furent enfoncées d'un coup de pied. Un silence s'abattit sur la salle. Alejandro se tenait dans l'embrasure de la porte. Il ressemblait à un spectre sorti tout droit de l'enfer. Son smoking était déchiré, couvert de poussière blanche et de sang noir. Son visage était un masque rouge et gris, mais ses yeux froids couleur espresso, étaient rivés sur son père. Alessandro Carlo eut le souffle coupé, son visage perdit toute couleur. Il recula d'un pas et heurta le podium. C'est impossible. Alejandro descendit l'allée centrale. La foule s'écarta devant lui comme la mer Rouge, terrifiée par la violence pure qui émanait de lui. « Laissez-la partir, » dit Alejandro. Sa voix n'était pas forte, mais dans la salle silencieuse, elle résonna comme un coup de tonnerre. Les gardes qui retenaient Mia hésitèrent. Ils regardèrent l'homme battu qui marchait vers eux, puis le vieil homme sur la scène. « Tuez-le » hurla Carlo, perdant son sang-froid. « Il est devenu fou. Il essaye de me tuer. Tirez-lui dessus. » Les 4 gardes du corps sur scène levèrent leurs armes. « Non » hurla Mia, retrouvant ses forces. Elle mordit la main du garde qui la tenait et lui écrasa le coup de pied avec son talon. Il poussa un cri et la lâcha. Mia ne courut pas vers la sortie. Elle courut vers la table audiovisuelle. L'ordinateur portable était détruit, certes, mais le système était toujours connecté au serveur cloud. Le téléchargement s'était arrêté à 85%. « Allez, allez !» Elle pria, ses doigts volant sur la console de mixage. Elle n'avait pas besoin de l'ordinateur portable. Elle avait juste besoin de réactiver le canal audio qu'elle avait mis en file d'attente avant qu'il ne l'attrape. Alejandro continua d'avancer. Les gardes ouvrirent le feu. Bang, bang, Alessandro ne broncha pas. Il leva son arme et tira 2 coups précis. 2 gardes tombèrent. Il était une machine avançant malgré la douleur, alimentée par une vie de mensonges. Il atteignit les marches de la scène. Il n'avait plus de munitions. Il jeta son arme et gravit les marches. Les 2 gardes restants se précipitèrent sur lui. Alessandro attrapa le coup de poing du premier, lui tordant le bras dans un craquement écœurant, et l'utilisa comme bouclier humain contre l'autre.
Il les jeta de côté comme des poupées de chiffon. Il se tint devant son père. Don Carlo tremblait. Il leva sa canne pour frapper, mais Alejandro l'attrapa en plein vol. D'un simple mouvement, il arracha la canne des mains du vieil homme et la brisa sur son genou. « C'est fini, père, dit Alejandro. « Espèce d'ingrat, cracha Carlos. Je t'ai tout donné. J'ai construit cette ville pour toi. Tu as construit une cage, corrigea Alejandro, et tu l'as remplie de fantômes. » Soudain, une voix emplit la salle de bal. Une voix enregistrée, amplifiée par les énormes haut-parleurs de concert. C'était le fichier audio que Mia avait réussi à déclencher. Ce n'était pas le registre. C'était l'enregistrement de la bibliothèque de la veille. « Alejandro, espèce d'imbécile. Tout là maintenant. Fais-le, Alejandro. Montre-moi que tu es prêt à diriger. » Enfonce une balle dans son cœur. Puis un autre clip fut diffusé. Un plus ancien, numérisé à partir des fichiers que le père de Mia avait conservés. Un enregistrement téléphonique datant de 1988. « Arthur, occupe-toi du garçon. Je dois enterrer Victoria. Elle parle trop. La berline bleue est prête. » La salle devint silencieuse comme une tombe. Le sénateur laissa tomber son verre de champagne. Le commissaire de police qui sirotait son scotch dans la loge VIP posa lentement son verre. L'aveu était là, un meurtre public et indéniable. Une conspiration. Carlo regarda autour de lui. Il vit le changement dans leurs yeux. La peur avait disparu, remplacée par le jugement. Les requins avaient senti le sang dans l'eau, et cette fois, le sang était le sien. « Éteignez ça !» Carlos hurla à la cabine de son. « C'est un faux. C'est de l'IA. C'est un mensonge. » Mais personne ne bougea. Les sirènes de police retentissaient au loin. Elles se rapprochaient. Alejandro regarda son père avec pitié. « La berline bleue a été repêchée dans le lac ce matin, père. J'ai envoyé les cousins de Rocco la chercher pendant que nous étions sur le bateau. Ils ont trouvé les restes. L'ADN ne ment pas. » Carlos s'effondra. Il était à bout de souffle. Il avait de l'air vieux, petit et pathétique. « Je l'ai faite pour la famille, » murmura-t-il. « Non, » dit Alejandro en lui tournant le dos. « Tu l'as faite pour toi. » Alejandro s'approcha de Mia, qui se tenait près de la table de mixage, le visage baigné de larmes. Il se moquait du sang, de la poussière ou de la police qui prenait d'assaut l'entrée. Il l'enlaça et enfouit son visage dans son cou. Elle le soutint, supportant son poids. « On a réussi !» sanglota-t-elle. « C'est fini !» murmura-t-il. Alors que la police menottait Don Carlo Valente et le faisait sortir de son propre gala, les flashs des journalistes immortalisaient l'image du roi déchu. Mais l'image qui allait captiver le monde entier était celle au centre de la pièce. Le prince de la mafia et la serveuse se serrant l'un contre l'autre au milieu des ruines d'un empire. Enfin libre. 6 mois plus tard, la clochette au-dessus de la porte du S24 Hour Eats Tinta. Le restaurant avait été rénové. Les sols étaient propres, l'enseigne au néon avait été réparée et l'odeur de graisse ronce avait été remplacée par l'arôme de grains d'arabica de haute qualité. Mia était derrière le comptoir, mais elle ne portait pas d'uniforme. Elle examinait le grand livre légitime de l'entreprise dont elle était désormais propriétaire. La porte s'ouvrit et un homme entra. Il portait une simple veste en cuir et un jean. Pas de costume, pas de garde du corps. Les cicatrices sur son visage s'étaient estompées, mais elles ajoutaient un caractère rude à ses traits séduisants. « Alejandro ?» Il se dirigea vers le comptoir et s'assit sur un tabouret. « Un café ?» demanda Mia en souriant. « Seulement s'il est frais, » répondit-il, une lueur espiègle dans les yeux. « Je l'ai préparé moi-même. » Elle lui versa une tasse. « Comment ça s'est passé? » « Les avocats disent que la liquidation des actifs est terminée, » dit Alejandro en prenant une gorgée. Le syndicat du crime Valente est officiellement dissous. L'argent provenant de la vente aux enchères de la succession a été versé au fonds pour les familles des victimes. Tout. Jusqu'au dernier centime, dit Alejandro. J'ai gardé assez pour acheter une petite maison sur la côte et un bateau. Un vrai bateau de pêche cette fois. Il tendit le bras par-dessus le comptoir et lui prit la main. Mais il me manque un second. Mia regarda autour d'elle dans le restaurant. C'était sa vie. Mais en regardant Alejandro, elle réalisa que sa vie ne tournait plus autour de cet endroit. Elle tournait autour de cette personne. « Je pense que S peut gérer l'endroit sans moi, » dit Mia en détachant son tablier. Il cherchait à obtenir une promotion. Elle jeta le tablier sur le comptoir. « Où allons-nous » demanda-t-elle. Cette fois-ci, Alejandro ne sortit pas une liasse de billets.
Il sortit une bague, simple, élégante, sans diamants de sang, juste une promesse. Où nous voulons, dit-il. Pas de secret, pas d'ombre, juste nous. Mia se pencha par-dessus le comptoir et l'embrassa. Il avait le goût de la pluie de café et de la liberté. Dehors, la pluie balayait Seattle, mais pour la première fois en 20 ans, la ville semblait propre. Et c'est ainsi que se termine l'incroyable histoire du parrain de la mafia et de la serveuse. D'une rencontre tendue dans un restaurant à la chute d'un empire tout entier, Alessandro et Mia ont prouvé que la vérité est l'arme la plus dangereuse qui soit. J'espère que vous avez apprécié ces montagnes russes de drame, de romance et de justice. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne. Qu'avez-vous pensé de la rédemption d'Alessandro? Don Carlo a-t-il eu ce qu'il méritait? Faites-moi part de vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous et activez les notifications. La semaine prochaine, je vous raconterai l'histoire d'un milliardaire qui a banni sa propre mère de son mariage. Vous n'en croirez pas vos oreilles. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour la prochaine histoire.